Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Top crypto des pros. J'ai chapitré la vidéo, donc si vous voulez facilement y naviguer, c'est extrêmement simple. Et si vous l'avez loupé, je vous remets directement le lien en haut à droite de cette vidéo. Cliquez dessus. Ça vaut le coup d'y aller. Il y a eu beaucoup de commentaires extrêmement positifs relatifs à cette vidéo d'hier. Il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés, beaucoup de likes, et je vous en remercie. Ça permet de booster l'algorithme de YouTube. Et je suis allé faire un petit tour, et j'y vais jamais, sur l'analytique de YouTube. Et je me suis aperçu très exactement qu'hier, 499 nouveaux viewers sont venus regarder la vidéo et seulement 10% se sont abonnés à la chaîne des rois du Bitcoin. Merci pour votre passage. Et si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. On est encore ensemble pour quelques années. On va parler Bitcoin dans cette vidéo, bien évidemment. On va également parler d'un FUD qui commence à germer depuis tôt ce matin, sur Twitter notamment, et sur la cryptosphère, vis-à-vis de Single World. Terrible nouvelle. 6,5 milliards de dollars relative à près de 70 000 bitcoins qui pourraient être liquidés de façon imminente sur le marché. On va bien sûr parler de ce FUD-là. Est-ce que oui ou non le marché est en train de le placer? Je vais vous donner mon avis vis-à-vis de cette news ou ce FUD, si vous voulez. Et il ne devrait pas trop se passer quelque chose sur la planète Wall Street actuellement, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui c'est fermé vis-à-vis du décès de Jimmy Carter, qui s'est éteint à l'âge de 100 ans le 29 décembre dernier, 30 jours de deuil aux États-Unis. Et Wall Street a décidé de fermer les bourses aujourd'hui pour lui rendre hommage. On va d'ailleurs, si vous le souhaitez, en fin de vidéo, et si ça vous intéresse, repartir pendant les années de Jimmy Carter, qui a été battu par la suite par Ronald Reagan en 1980. Et est-ce que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, jour pour jour, avec Joe Biden et Donald Trump, ne serait pas l'exacte similitude de ce qui est en train de se passer en 1980 par rapport à 2024-2025? Restez bien avec moi, parce qu'on est en train d'anticiper ces périodes dites de stagflation. On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. Avant d'aller chercher la documentation, vous avez également de l'order flow ici par rapport à des grosses whales de plus de 10 000 bitcoins qui vendent massivement actuellement. Est-ce que ce sont des holders? Est-ce que ce sont des mineurs? Est-ce que ce sont des market makers qui sont grassement payés par des échangeurs décentralisés? Tout est possible. Est-ce que c'est le gouvernement américain? On va bien sûr en parler dans cette vidéo. En tout cas, si le prix baisse, c'est que des gens vendent, évidemment. Vous avez une stratégie qui s'appelle la stratégie 4 rois, que vous pouvez télécharger en un clic. Je l'utilise depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Pour la télécharger, rien de plus simple, c'est 18 pages. Rendez-vous sur le site Les Rois du Bitcoin, lien dans la description. Cliquez ici pour télécharger la stratégie. Et si vous êtes débutant, que vous êtes de passage et que vous voulez voir un petit peu comment on travaille, comment on construit les vidéos, eh ben vous avez la possibilité d'aller télécharger les 2 premières heures spéciales débutants Initiative des Rois en cliquant sur ce bouton ici et vous avez la possibilité de le télécharger. J'ai juste besoin d'un prénom et d'un mail et vous recevez vos accès à vie immédiatement, 2 heures de formation spéciale débutant offerte. Bon, je vous l'avais promis. Est-ce qu'on ira d'abord chercher un target de prix 1 ou target de prix 2? En somme, les 85 000 dollars ou en somme les 130 000, 120 000, 130 000 dollars? Donc je vais m'inscrire contrarien par rapport à 90% des commentaires qui m'ont été révélés. Vous êtes unanime. Si ce n'est pas 99,9% des personnes qui ont dit bah, on ira d'abord chercher les 85 000 dollars avant d'aller chercher les 130 000 dollars, c'est une certitude absolue. D'accord. Donc je vais me porter contrarien par rapport à votre raisonnement, mais uniquement d'un point de vue psychologique et non pas d'un point de vue physique. Pourquoi? Parce que je vais utiliser ceci pour essayer d'aller chercher des prises de liquidité complémentaires à un agissement par rapport à une visualisation. En somme, on va faire simple. Ça, c'est ce qu'on croit. On croit qu'on va d'abord aller au 1 pour la majorité d'entre nous et si vous me suivez, on ira peut-être au 2. Maintenant, dans les 2 cas, ça doit être considéré comme une opportunité. Comprenez-le comme ça. C'est jamais ce qu'on a décidé qu'il y aura un bottom de marché. Et effectivement, quand je regarde dans les commentaires, vous êtes assez proche de cette target-là. Si c'est 83 000 dollars, peut-être 89 000 dollars, peut-être 87 000 dollars, par rapport à ce que vous avez visualisé d'un point de vue technique. Et vous avez raison. Maintenant, sur ce prix-là, des fameux 382, qui reste une zone de défense
forte par rapport à une conservation d'un momentum dit haussier, dans des retours de flux qui généralement se traduit par 2 flux baissiers, si on est bien dans une correction ici, bah, je pense qu'on peut aller beaucoup plus bas. Je pense qu'on peut aller même chercher les 75-73 000 aux alentours des 618 du précédent mouvement. Et vous avez énormément de confluence ici. Pourquoi ce serait une magnifique zone de résistance? Et pourquoi aujourd'hui, si on parle des 382, qui est évidemment une zone intéressante, mais uniquement un retracement Fibonacci dit statique, si vous voulez, par rapport à une action de prix ou une volatilité de prix, c'est juste un point algorithmique. C'est pas un point de résistance réel, parce qu'actuellement, on ne le sait pas. En revanche, ce qu'on peut éventuellement estimer, c'est que si on vient chercher les 382 et qu'il y a une forme de réponse au marché, on construira potentiellement un support sur ces 382. Mais actuellement, on ne peut pas le voir, parce que le prochain support, en réalité, il se trouve aux alentours des 75 000 c'est ça qu'il faut comprendre. Et si vous prenez un ratio de 1 pour 1 quasi parfait, par rapport à une zone de consensus qu'on est en train de visiter, vous le prenez très exactement aux alentours des 97 000 on va chercher le point numéro 2 ici, on va chercher le point numéro 1 sur un ratio de 1 pour 1. Alors, peut-être pas aller chercher les 130 000, mais on va plutôt aller chercher les 120 000. C'est un petit peu la target de beaucoup finalement. Sur un ratio de 1 point, vous voyez qu'on se retrouve très exactement aux alentours des 75 000 Si vous êtes idiotiste, vous savez très bien que généralement on fait des ABC. Donc une ici 2, 3, 4, 5, puis A, B et puis C. Donc une A, une B, une C pour aller chercher des confluences. Et malheureusement, j'aurais un peu perdu mon pari parce qu'au niveau de la cyclicité, on serait en train de se bouffer des lots, on casserait des supports, ce serait vraiment pas génial et on se retrouverait fin février ou peut-être mi-février aux alentours des 75 000 C'est clairement pas vraiment ce qui était prévu. Mais beaucoup s'accordent à penser que c'est clairement ce qui va arriver. Et j'ai bien l'impression qu'il y a un consensus qui est en train de se créer pour dire on doit d'abord aller chercher cette liquidité avant d'aller plus haut. C'est la raison pour laquelle je me porte contrarien et je me porterai toujours contrarien par rapport à un consensus ou par rapport à une représentation du marché consensuel. J'espère que vous me suivez par rapport à ça. Maintenant, vous avez raison. Il y a quand même quelque chose qui s'est positionné il y a quelques temps en arrière, c'est ceci, c'est cette target de prix. Là où, à ma grande surprise, il y a eu très peu de volume qui a été exercé. C'est la raison pour laquelle, si on doit venir chercher des prises de liquidité, on devrait latéraliser comme ça pendant des jours, voire des semaines. Et je vous explique pourquoi. En fait, c'est extrêmement simple. La première raison, c'est que généralement, les gens qui se sont positionnés là-dedans, les traders, plutôt swing traders, pour avoir des premières zones de TP, se sont positionnés donc dans les extrêmes, comme on pourrait se positionner dans les extrêmes. C'est en ça que ça devient une opportunité. Les premières zones de TP ont été prises ici, voire des zones de TP totales ont potentiellement été prises ici. Ce qui fait mécaniquement office de support. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, si vous regardez en plus grande time frame, et je vais vous inviter à regarder cette time frame-ci, je vais essayer de la retrouver si j'arrive doucement à me retrouver par rapport à toutes mes chartes. Je vais essayer de le retrouver, je suis sûr que je vais le retrouver. Par rapport, ah, on va aller sur le total market, ce sera beaucoup plus sympa. Je crois que je l'avais fait sur le total market. Est-ce que c'est ça? Tout à fait. Ici, c'est bull, ici, c'est bear. Tout est très corrélé. Quand Bitcoin chute, l'ensemble des cryptos chute, et quand Bitcoin monte, l'ensemble des cryptos montent. Et l'objectif, c'est de jouer sur plutôt la dominance et de faire des arbitrages par rapport à celle-ci. Rappelez-vous, on avait ici une zone d'opportunité. Vous vous rappelez? Regardez, hein, elles sont là. Si on vient chercher cette trend, on a une opportunité aux alentours des 1,5 trillion de dollars par rapport au cap total. Si on a juste ici 3 trillions de dollars, on a une zone d'opportunité pour vendre. Pour vendre. Donc vendre ici sur des supports potentiels par rapport à des clôtures de bougies, c'est pas très grave. En réalité, souvent des stop suiveurs ici, hein, ce qu'on peut appeler, ou des prises de stop tout court, enfin par rapport à du, j'ai oublié le mot, du stop suivant, du trading stop. Voilà, donc beaucoup vont mettre du trading stop à peu près à moins 15, moins 10%, etc. Et vous avez tout à fait raison de le faire. Mais partez du principe que cette zone d'opportunité, ce n'est pas une zone d'opportunité d'achat en tant qu'investissement. C'est une zone d'opportunité de vente pour prendre des profits, évidemment. Maintenant, il ne se passe rien sur des time frames, notamment en 2 semaines. Vous avez ici 3 trillions de dollars. Si on vient clôturer d'ici le 15 janvier, en dessous des 3 trillions de dollars, honnêtement, c'est pas bullish pour la simple raison que vous aurez dessiné une structure en M-top. Vous pouvez la regarder sur Ethereum, vous pouvez la regarder sur Bitcoin et sur beaucoup de nos crypto-monnaies préférées. Ça va être compliqué pour aller le retourner. Vous aurez donc deux solutions pour continuer un flux haussier. C'est soit de structurer un W d'invalidation, donc ici avec des creux toujours plus hauts que les précédents et des hauts toujours plus hauts que les précédents, soit faire un nouveau plus haut. Et vous comprenez bien dans cette situation qu'on ne sera pas très confortablement installé pour pouvoir jouer tout simplement ce play. C'est la raison pour laquelle, si vous devez le jouer, ou en tout cas si je dois le jouer, et je le jouerai, je rentrerai en deux fois. Ici, mon fameux premier arrêt du précédent flux, et ici, une zone de rechargement d'achat par rapport à des trendlines. Et ces trendlines,
vous les avez. Ensuite, on ira chercher des objectifs beaucoup plus hauts. D'ailleurs, si vous voulez mes objectifs beaucoup plus hauts, faites une capture d'écran si vous le souhaitez, mettez-le quelque part dans un dossier sur votre ordinateur. Voilà clairement les grandes vagues que j'attends au niveau de Bitcoin sur les 2 prochains cycles. Ce cycle qu'on est en train de vivre, on ira très probablement chercher les 10 trillions de dollars, une boîte de Pandore opportuniste pour prendre des profits extrêmement massifs, donc ici entre les 8 et les 12 trillions de dollars. Ensuite, on irait se faire fracasser les dents aux alentours des 1,5 trillion de dollars. Et je vous ai expliqué pourquoi il y a plusieurs semaines, la raison pour laquelle on pourrait repartir aux alentours des 42-45 000 dollars sur Bitcoin. Et je pourrais vous lister une liste, je pense, à peu près de 30 catalyseurs potentiels qui verront ce marché complètement dévissé, puis un nouveau cycle haussier pour aller chercher les 20 trillions de dollars d'ici à 2029-2030. Je peux même vous donner le jour, la date et l'heure si vous voulez qu'on rigole, mais on le fera plutôt pendant un live, c'est pas le moment de la vidéo. Mais au moins vous avez en fait une représentation et c'est impossible en réalité de prédire plus de 2 flux, hein. Déjà un flux, c'est quasiment impossible, donc imaginez d'aller chercher 2 flux haussiers. C'est juste une suivi par rapport à une cyclicité, par rapport à des cercles de Fibonacci que j'utilise et qui semblent se répéter sur Bitcoin depuis les 10 dernières années. Je peux me tromper et encore une fois, jusqu'à preuve du contraire. Maintenant que vous avez ça en main, on peut aller chercher quelque chose d'extrêmement pertinent. Je ne sais plus où est-ce que je l'avais sorti, je crois que c'est toujours sur mon XBT. Vis-à-vis d'une zone de résistance potentielle, non, ce n'est pas là, il faut absolument que je la retrouve. Parce que c'était assez intéressant d'avoir au niveau de tous mes para-ranges, et c'est ce que je vais en train de rechercher ici, tous mes para-ranges. Si je ne les trouve pas, c'est pas très très grave, mais partez du principe que vous avez énormément de confluences de para-range qu'on pourrait utiliser. Bon, bah je ne sais plus où est-ce que c'est. Ah voilà, c'est ici, formidable. On est en train de jouer ici des traînées. Alors, ça fait mal aux yeux, je suis désolé, mais ça fonctionne très bien par rapport à des pararanges d'extension. Donc, vous aviez un premier pararange ici, vous doublez ce pararange et vous arrivez où? C'est chirurgical, je peux mettre en délire, regardez à quel point ça grignote sur cette petite traîne. En fait, qui à la base n'existait pas, hein. Comprenez-le comme ça, hein. Ce truc-là, en réalité, c'est pas quelque chose qu'on a rajouté, c'est quelque chose qu'on a fait comme ça. Voilà, on était ici au niveau du cours et on s'est dit, voilà, on a positionné 2 objectifs de cours, puis des parts à range et si on vient casser, la tendance est relancée, on ira chercher de nouveau plus haut, direction minimum les 120-130 000 dollars. Et là, on est en train de essayer de parler pour dire qu'on va chercher les 85 000 et pourquoi pas les 73 000 dollars, qui seraient considérés comme une opportunité. Maintenant qu'on se trouve dans cette situation-là, je vais l'effacer pour retrouver ici. Est-ce que je peux effacer ça? Coucou, donne-moi tout. Magnifique. On se retrouve très exactement en train de travailler une zone formidable de trendline baissière. Si vous êtes swing trader, si vous voulez jouer les flux, si vous voulez jouer les tendances, on achète des trendlines baissières. Et je vous en donne donc ici 3. Une, 2, 3. Simple, clair, net, précis. Ensuite, il y a des invalidations. Les invalidations se trouvent exactement ici. Et effectivement, si on vient là, ah, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé que je n'avais tout simplement pas anticipé. Et honnêtement, déjà d'aller chercher celle-là, c'est bien. Aller chercher celle-là, c'est mieux. Aller chercher celle-là, ce sera catastrophique. Si c'est catastrophique, à ce moment-là, essayez, s'il vous plaît, de, comment on dit ça très exactement, de contrebalancer le risque-récompense qu'on peut voir par rapport à un biais qu'on a. Ici, je suis plutôt boule, comment je vais organiser mon play. Ici, je suis plutôt bear, comment je vais organiser mon play, même si ça fait mal aux yeux, on va essayer de le conserver. C'est extrêmement simple. On le reprend comme ce que l'avait fait tout à l'heure. On a un ratio ici de 1 pour 1 par rapport à nos fameux 120 000 dollars. Donc, si vous jouez ces 120 000 dollars, si c'est une target de prix qu'on ne va pas recalculer par rapport à les extensions de Fibonacci, etc., donc 120 000, 130 000 dollars, on prend la première target 120 000 dollars, vous avez donc ici un ratio de 1 pour 1 qui devrait être joué. L'objectif, c'est de complètement, et je dis bien de façon très forte, essayer de augmenter le risque-récompense, que vous soyez boule ou que vous soyez bear. Dès lors, si vous vous positionnez très exactement ici sur un ratio de 1 pour 1 et que vous vous positionnez sous ce show, waouh! Vous vous dites, c'est génial, j'ai un super risque-récompense ici. Alors, vous ne le voyez pas très bien parce que j'ai pris plutôt un play de longue. Mais si je le prends très exactement comme ça, vous vous dites, oh, ouais, mais c'est super hein, d'avoir un play comme ça. Et c'est beaucoup plus confortable avec un risque-récompense de 3 pour 1. C'est un bon play. Vous pouvez aller le chercher un tout petit peu plus haut si vous voulez aller chercher auprès des précédents lots, ce qui en fait n'a pas réellement de sens, mais ça fait toujours un risque-récompense de 1,7 pour 1. Why not? Maintenant, vous comprenez bien qu'actuellement, si on doit aller chercher des invalidations pour prendre les 120 000 dollars, la première invalidation de flux se trouve ici.
Mais c'est pas du tout intéressant. Donc comment on fait pour tenter de déséquilibrer par rapport à un risque-récompense? Bon, on essaye de structurer un play et on va chercher les dernières invalidations. Moi, mes dernières invalidations, si on arrive à retrouver une espèce de play de un pour un, il se trouve exactement ici. Et c'est drôle! Parce que si je fais j'imagine que je veux acheter maintenant un TP numéro enfin, une entrée numéro un, une entrée numéro 2, une entrée numéro 3, et je serai exactement sur un ratio de un pour un par rapport à un prix moyen, d'ailleurs un tout petit peu en deçà, pour aller chercher ma target de 120 000 $ et pour aller chercher ici mon invalidation. Donc, de façon consensuelle, la smart money qui utilise beaucoup ces ratios de un pour un devrait massivement acheter aux alentours ou sur un prix moyen de 83 000 $. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, c'est d'avoir un super risque-récompense. Dès lors, on peut faire exactement la même chose pour aller chercher une invalidation de flux par rapport au dernier déséquilibre de marché qui se trouve à 72 000 $ pour essayer de trouver un risque-récompense intéressant. 2, 3, alors si on le baisse un petit peu, vous voyez 2,5 et si on allez 2,85 qui commence à être intéressant. Dès lors, si ici je mets un levier x10 pour aller chercher 120 000 $, c'est une bêtise en réalité, c'est une mauvaise construction de play tout simplement. Puisque la lecture du passé par rapport à une reprise de flux se trouve exactement entre les 47 000, 48 000 $ et ici, les 109 000 $. Il ne se trouve pas ici en réalité. Voilà. Donc c'est comme ça que moi je travaille personnellement. Et je ne rentre jamais en une seule fois. Je construis mes longues. Et je pourrais vous donner 1000 exemples par rapport à la smart money qui fait exactement la même chose. Et ça se traduit tout simplement dans l'order flow ici. Je prendrai le temps d'effacer un tout petit peu plus tard. J'avais pas beaucoup plus de choses à vous dire vis-à-vis de Bitcoin au niveau de l'analyse graphique. J'espère que je vous ai aidé. C'est pas exactement ce que je voulais vous montrer, mais finalement, why not? Maintenant, est-ce qu'il y a quelques catalyseurs émotionnels qu'on peut lire de façon scripturale? Oui. Ah, il y a eu des sorties massives, plus de 600 millions de dollars. Donc, aux côtés de Wall Street, on est en train de paniquer. Est-ce qu'il y a de la bouffe? Ouais, au niveau des explosions des longues actuellement, jusqu'aux 72 500 $. Est-ce qu'on doit aller les chercher? Bah, partez du principe qu'on va tenter de défendre quand même leur prix d'entrée. Mais effectivement, il y a de quoi aller bouffer ici jusqu'aux 72 500, à peu près 73 000 $. Donc, vous voyez qu'on rajoute des confluences par rapport à des confluences, mais ça ne veut pas dire qu'on doit partir de maintenant jusqu'aux 73 000 $. Et ce que je veux vous dire, c'est que si vous n'arrivez pas aujourd'hui, enfin, si vous avez joué votre vie sur un long énorme avec 15 000 ou 20 000 $ sur un levier, je vais dire une bêtise, x4 ou x5, et qu'à 73 000, 75 000 $, vous êtes out du marché pour le reste du cycle du bull run, je vous invite d'ores et déjà à revoir peut-être votre façon de travailler. C'est très, très important. Vous ne pouvez pas en fait sortir et être out du marché sur le tout cycle haussier si vous vous faites attraper sur les 73 000, 72 000. En fait, il y aura rien qui se passera sur la planète Bitcoin, même si on vient bouffer les 73 000, 72 000 $. Et je ne vous parle pas de ce que vont bouffer nos crypto-monnaies. Ça remettront d'ailleurs pas en cause les flux haussiers. Mais on devra de toute manière faire des arbitrages par rapport à des crypto-actifs qui ont été le plus résilients vis-à-vis de cette situation de marché. Voilà. Pas plus de choses à dire. Il y a pas mal de petites news, mais je vais quand même en faire deux. Par rapport à Walt, et je finirai par rapport à Jimmy Carter et Ronald Reagan, les anciens présidents des États-Unis. Je l'ai tweeté ce matin. Le ministère de la Justice prêt à liquider 6,5 milliards de dollars en Bitcoin saisis lors du scandale de Thinkerworld. Ça a été autorisé le 30 décembre dernier. Depuis quand on essaye de prendre en considération une news qui s'est passée il y a 10 jours en arrière? Je comprends pas très bien. Et il y a encore aucun BTC qui a encore été vendu. Donc je ne sais pas si c'est un FUD, quelque chose qui est en train de passer. Alors je pense que c'est plutôt pour amuser un peu la galerie et pour, titiller la dump money. Mais grosso modo, la panique avec 10 jours de retard, ça marche pas. En fait, c'est autre chose et cette chose-là, on en a parlé hier et je maintiens en fait mon avis par rapport à une dégradation trop optimiste par rapport aux indicateurs économiques US, notamment au nombre de nouvelles, possibilités d'emploi à prendre, notamment aux États-Unis, qui étaient largement au-dessus du consensus. Le seul qu'on a en profité, aussi rigolo soit-il, bah, c'est le dollar, tout simplement. Bon, voilà, j'ai pas plus de choses à dire. Venez sur Twitter, hein, vous avez beaucoup d'informations et vous avez pas mal de giveaways qui tournent, notamment sur Twitter. Peut être sympa aussi de vous inscrire, n'hésitez pas. On est là pour ça. Je finis avec Reagan. Comme ça, on prend, allez, on prend 3 minutes, même pas 20 minutes de vidéo, on prend 3 minutes pour essayer de repartir un peu en arrière. Parce qu'au fond, c'est vraiment ce que je préfère en suivant ces flux psychologiques et ces flux de capitaux qu'on peut avoir sur notamment les marchés financiers. Et on ne parlait pas à ce moment-là de Bitcoin et des crypto-monnaies. Bon, je vais effacer tout ça. D'ailleurs, je vais prendre une nouvelle charte. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Divisé par 5, est-ce que j'avais quelque chose sur ce type de graphique? Non, j'avais rien, c'est parfait. Bon, je vais vous spoiler une target. Notez-la dans l'agenda. C'est très simple. Ici, je vais prendre un ratio de 1 pour 1. Je vais vous donner très exactement le prix du S&P 500 sur
un seul indicateur technique, sur une seule donnée économique. On va prendre ici 4 500 points. Je vais prendre ici, grosso modo, ratio de 1 pour 1. Donc ça devrait faire du 7 000 points à peu près. Voilà, 7 300 points. Et je vais tracer des zones. Ici, on va la garder d'ailleurs jusqu'à. Bah, je vais la garder. Non, pas sur cette charte-là, mais on le notera sur l'agenda. Ici, première zone. Vous allez voir ce que je veux dire, c'est assez passionnant. En tout cas, moi, ça me passionne de faire ça. Et honnêtement, on s'est rarement gouré sur ces grandes prédictions au niveau d'un indicateur ou plusieurs indicateurs qu'on avait au niveau des rois du Bitcoin. Reprenez des vidéos en arrière, on est assez bon sur ces précisions, mais non pas ces prédictions, même si beaucoup diront ah, c'est Madame Irma. Bon, grosso modo, je vous le donne en mille. On va essayer d'avoir un truc assez serré, comme ça sera beaucoup plus drôle. Et si on s'y retrouve, on rigole. Bon, voilà. Grosso modo, on se retrouve dans une situation assez connexe. Un, si la croissance des États-Unis est comprise entre 1 et 2 la croissance des États-Unis, quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les news catalysantes, quels que soient les FUD, quels que soient les drames, quelles que soient les surprises, quelles que soient les opportunités, quel que soit. Si la croissance des États-Unis est comprise entre 1 et 2 le prix du S&P 500 sera là-dedans. Si les États-Unis a une croissance annuelle en 2025 supérieure, je dis bien supérieure à 2 on se retrouvera aux alentours des 7 300 points. Si le S&P 500, si les États-Unis sont en récession, donc sont en dessous des 1 et potentiellement en dessous des 0 en estimant qu'il y a eu 2 trimestres consécutifs inférieurs à 0 donc ici, la validation d'une potentielle récession aux États-Unis, on sera aux alentours des 4 500, 4 800 points au 31 décembre 2025. Après, il peut faire ce qu'il veut, le S&P 500. Il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça. Ça, c'est 1 et 2 Ça, voilà, comme je vous le fais en 1000. Ça, c'est plus de 2 jusqu'à 3 et pourquoi pas 4 on pourra dire ici: «Merci Donald Trump». Ça, voilà, ça, c'est très exactement moins de 1 Je vais changer de couleur. Prenez une petite photo, même si c'est pas très joli, on le refera si vous voulez. Moins de 1 et potentiellement, hein, en dessous des 0 donc récession. Simple, net et précis. Et ce qui est très drôle, c'est exactement ce qui s'était passé lors de l'élection de Donald Reagan à la suite de Jimmy Carter. Pourquoi Jimmy Carter? Alors, oui, ça a été un président démocrate. Si vous connaissez son histoire, bah, je vous invite à la partager si vous voulez dans les commentaires. Mais il n'a pas été plébiscité hein, pendant son mandat, Jimmy Carter, parce qu'il n'a pas été réélu. Et si vous regardez les résultats de l'élection américaine à l'époque, en 1980, enfin 1980, très exactement le 4 novembre 1980, ça fait quand même flipper. Hein. Il a eu 2 États, en fait, Jimmy Carter, ou 3 États, je crois. Waouh! Il s'est fait littéralement. Enfin, ça a été une des pires un des pires échecs au niveau de l'élection américaine, si vous le souhaitez. Bon, maintenant qu'on a là, on va se retrouver très exactement ici. C'est drôle, hein, parce que vous voyez, démocrate Jimmy Carter, on va chercher des nouveaux all-time high pendant son mandat. Formidable, donc de 77 ici, ou alors 77 à 1981. On va chercher une nouvelle all-time high. Le marché avait pris pendant son mandat une augmentation de près de 65 parce que vous pensez que c'est pas beaucoup, mais en fait, c'est énorme par rapport à ce qu'on est en train de regarder de façon exponentielle. Et ici, une grosse correction à l'annonce de l'élection de Jimmy Carter, ici en 1981. D'accord? Donc, il a été pris au niveau des nouveaux all-time high. Donc, ici, il faut imaginer Ronald Reagan par rapport à Donald Trump, qui est en train de se positionner exactement ici. Derrière, il se fait bouffer 25 Mais pourquoi il perd 25 Bon sang, c'est un républicain qui a d'ailleurs rebriqué un mandat derrière. Hein. Il n'a pas fait que 4 ans, Donald Reagan, il a fait 8 ans derrière. Bah, c'est pas compliqué. Je vais vous donner la croissance américaine en 1979, 3,2. Bon, bah, ça justifie le fait qu'on soit sur des nouveaux all-time high, que le machin a appris en l'espace de 4 ans 65 ou 70 Si vous prenez 1980, moins 0,3, aïe, ça commençait un petit peu à grincer. Sachant qu'on sortait quand même d'une période de stagflation complètement démesurée, avec, rappelez-vous, sur les 1980, les années Walker. Si vous reprenez la courbe des taux, j'ai envie de pleurer, quoi. On était ici en 1980. On était à des taux d'intérêt au niveau de la Fed. Enfin, c'était une catastrophe absolue avec des taux d'intérêt à 20%. Vous filiez du dollar en bon d'obligation du Trésor américain, vous aviez des taux de rendement à 10 ans à 20 par an. Enfin, c'est aussi dingue en termes économiques
que d'avoir des taux négatifs ou des taux à zéro. C'est à peu près le même délire en termes d'amplitude, si vous voulez. Donc c'est en ça que Donald Reagan avait quand même, une mission assez forte. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Une belle tendance baissière, hein, d'ailleurs une reprise économique relativement forte, mais une décroissance. 1981, 2,5 de croissance et je compare ça à peu près à 2023-2024. Pour la simple raison que vous allez retrouver à peu près les mêmes schémas par rapport à la crise du Covid. Prétexte, oui, mais cela ne veut pas dire qu'on n'aurait pas été en récession tout de même, même sans la crise du Covid, puisqu'on n'a pas ces informations-là, mais on peut l'imaginer si vous voulez. OK. Maintenant qu'on a ça, vous partez du principe qu'on a eu une décroissance, une récession en réalité. Puis, si vous passez en 1900 en une belle opportunité, en 1980 pardon, 1982 récession, -1,8, ce qui explique une diminution de 25. Et quand vous étiez ici, puisqu'on était en récession aux États-Unis, -1,8 de croissance, on partait du principe qu'on allait tout morfler. Là, l'explosion de la bulle, de toutes les bulles, ça part à zéro. Faux. 1983, 4,6 de croissance. Donc, forte croissance, S&P 500, nouveau plus haut, tout repart comme à zéro. Et vous prenez 1984, c'est 7,5 de croissance, ou c'est plus de 7 de croissance, c'était une année assez folle. Et on repartait ce qu'on appelait dans les années 80 les années folles. Tout le monde était beau, tout le monde était heureux, avec des magnifiques subventions, alors que c'était un républicain, vous avez compris le truc, tout pour les Américains, et ça a marché sur les S&P 500. Soit dit en passant, comment les flux sont arrivés massivement sur le marché américain. On peut exactement reproduire la même chose sur le S&P 500 en réalité. Ici, vous avez compris, bon, je l'ai effacé sans faire exprès, mais vous avez le play. Donc -20, -25. Ici, bah, soutenu entre 1 et 2 c'est le consensus et c'est les attentes de marché. Donc partez du principe que le S&P 500 reflète le futur en réalité par rapport à un consensus actuel. Et si vous avez une belle surprise, peu importe, même si le truc il fait un truc machin comme ça, on s'en fout, ce sera exactement ici par rapport à la croissance. Donc avec un seul indicateur économique, macroéconomique de la croissance américaine, je vous donne très exactement le target, le terminal weight de l'année 2025 au 31 décembre par rapport au S&P 500. J'espère que vous l'avez noté. Je n'ai pas plus de choses à vous dire. En réalité, c'est extrêmement simple, l'économie. C'est extrêmement simple, le trading. Vous pourrez essayer de faire des swings. Et vous allez regarder ici qu'on essaiera de travailler sur des extensions de Fibonacci, des retracements. Et puis regardez, oh, c'est assez fou parce que Hermès, il nous avait dit que ça devrait aller là. Et c'est exactement, et ça va tomber exactement sur un taux idée ou un 0,5 de tout le précédent mouvement. C'est juste formidable. Voilà, ah, c'est formidable. Voilà, 5000 points. Et ici, oh, 4500 points Hermès, t'es un génie. 0,618. Bon, vous avez compris un petit peu la mécanique, mais c'est pas différent, si vous voulez, de ce qu'on attend vis-à-vis des prochains mois, prochaines semaines. On avait vécu une situation assez similaire. C'était très exactement en 2018. 2017-2018, on était en train de se polariser par rapport à une promesse notamment de JP Morgan et de Goldman Sachs et de Jamie Dimon à l'époque, qu'on aurait une récession en 2018 ou au plus tard en 2019 aux États-Unis. OK. Qu'a fait Bitcoin entre 2017 et on l'avait annoncé depuis 2016 pour information. Qu'a fait Bitcoin entre 2016 et 2018? Ben, c'est extrêmement simple. Je vous le remets en mille. Si vous avez en fait la perception, la pensée d'une dégradation vis-à-vis d'une situation de marché par rapport à un cycle d'adoption, ne confondons pas ce qui est visible. On était très exactement ici et le Bitcoin s'est littéralement envolé. Ça, c'est une prise de conscience médiatique. Ça, c'est une prise de conscience d'adoption. Donc même si on n'est pas vraiment très très bon au niveau des données économiques ou macroéconomiques, notamment US, voire mondiaux, et si on parle de la France ou de l'Europe, on va encore plus loin et beaucoup plus éloigné. Ne nous mettons pas ou ne mettons pas toute notre pensée dans le même panier ici. Puisque les cycles d'adoption n'ont strictement rien à voir et les formations de bulles peuvent se faire dans n'importe quel environnement dit économique. Dixit, actuellement, ce qu'on est en train, on tente de construire une bulle IA. Et en fait, beaucoup s'accordent à dire, et beaucoup d'analystes et d'économistes s'accordent à dire, que la seule chose qui manque à la définition pure d'une bulle d'intelligence artificielle, c'est un assouplissement monétaire. Et aussi étonnant soit-il, l'assouplissement monétaire, il y est, mais il n'est pas là où on est en train de le regarder, c'est du côté de la Chine que c'est en train de se passer. Vous allez donc me dire ici, Hermès, désolé pour la longueur de la vidéo, mais je pensais que c'était important de vous en parler. Ouais, mais regarde, qu'est-ce qui s'est passé en 2017-2018 par rapport aux États-Unis vis-à-vis de l'impression monétaire ou vis-à-vis de la facilité de pouvoir accéder au crédit, que ce soit pour les entreprises ou pour les Américains? C'était pas très fort en fait. On était ici, regardez. Vous avez ici la balance fédérale. Regardez, ça baisse. En fait, si vous prenez 2016, 2017, 2018, ça baisse en fait. On est dans un trend baissier ici. Et on a fait des nouveaux all-time high. Par contre, il y en a une qui a fait un petit peu différemment. C'est la Chine.
avec beaucoup d'impression monétaire. Enfin, beaucoup. En fait, pas beaucoup à l'époque. Vous aviez également la Grande-Bretagne et vous avez également l'Europe. Bon, là, c'est plutôt à l'unisson. C'est plutôt le bloc Occident face au bloc Asie. Et ce qu'on pourrait même appeler l'Occident contre les BRICS, si vous voulez. Et c'est la Chine qui est en train de donner le rouleau compresseur. Donc ne regardons pas de façon précise ce qui se passe aux États-Unis doit refléter ce qui se passe dans le reste du monde, surtout quand on parle de rupture technologique en vue d'adoption. Puisque au moment, et c'est clairement ce que j'anticipe personnellement, je le crois, je le vois pas puisque personne ne le voit aujourd'hui, mais vous imaginez que la Chine ouvre les portes, comme ils le font déjà notamment avec Hong Kong, par rapport à des institutionnels chinois pour créer des réserves stratégiques institutionnalisées à destination des Asiatiques et des entreprises asiatiques, sur le sol chinois notamment du parti, c'est une formidable bombe explosive de liquidité qui va rentrer sur ce marché. Et à ce moment-là, on pourra dire: «Bah, on n'a pas eu besoin des Américains». Voilà, je vous ai fait le grand tour de ce que je voulais vous dire. On aurait pu le faire et c'est à peu près ce qu'on fait souvent avec les académiciens, soit dit en passant. Donc si ça vous intéresse, vous avez aussi les liens dans la vidéo et on parle de ça pendant, plusieurs minutes. Ça va généralement jusqu'à 1 heure et quart et on s'échange si vous avez des questions, on s'échange les questions et on débat par rapport à ces représentations de marché. Voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo, j'ai pensé que c'était quand même assez intéressant de faire, ce type de contenu. On se retrouve, demain pour le live des rois du bitcoin et je vous prépare une masterclass